d'abord exprimer mes remerciements les plus chaleureux à la presse qui a répondu présente à cette invitation de déclaration de ma modeste personne. Merci pour le halo de sympathie manifesté par la presse gabonaise à l'égard de ma modeste personne. Mesdames et messieurs les journalistes, l'opinion nationale et internationale a été informée de mon placement en détention préventive par ordonnance du juge d'instruction daté du 13 décembre 2019, après m'avoir inculpé des faits de détournement de fonds publics, concussion, blanchiment et association de malfaiteurs. Ce mercredi 11 mars 2020, après m'avoir longuement entendu au fond et à l'issue des rapports des enquêtes préliminaires, Madame le juge d'instruction en charge du dossier a accédé à la demande de ma mise en liberté provisoire formulée par mon avocat, Maître Chancel Isiga, ici présent. Je voudrais ici remercier les autorités judiciaires de mon pays pour avoir accédé à la dite demande et d'avoir cru en la sincérité et la pertinence des garanties de représentation que j'ai présentées. Je tiens à remercier les autorités judiciaires de mon pays pour avoir donc accédé à la dite demande. Je tiens à remercier tout aussi l'administration pénitentiaire pour les conditions de détention humaine dont j'ai pu bénéficier tout au long de ma détention. Aussi, vous conviendrez qu'en vertu du principe des règles relatives au secret de l'instruction, il m'est fait interdiction de communiquer sur le fond du dossier. Toutefois, s'agissant de faits qui me sont reprochés, je tiens à préciser à l'opinion que j'ai reconnu avoir exécuté des instructions malveillantes de la part des personnes qui ont profité de leur position dominante pour me conduire à poser des actes contre la loi, contraires à la loi. Dans tous les cas, je tiens à réitérer, ici et maintenant, mon attachement indéfectible à la vision et à la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et l'assure de ma totale fidélité et de ma loyauté. Je demande à ma famille, biologique et politique, ainsi qu'à tous mes amis et sympathisants, de demeurer dans la sérénité et de faire confiance en la justice gabonaise. Enfin, il est impossible pour moi de ne pas invoquer le Dieu Tout-Puissant pour avoir su me maintenir dans la foi, car en pareille circonstance, il est bien de l'invoquer, comme l'exigent les Saintes Écritures dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. » Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour que vive le Gabon éternel. D'abord, par rapport à la première question, j'ai rappelé dans ma déclaration ici que j'ai fait l'objet d'un traitement humain pendant toute la période de ma détention à la prison centrale de Libreville. Donc, je ne reconnais pas ici avoir été victime d'un traitement dégradant à la prison et je ne peux pas témoigner ici que des personnes ou que j'ai vu des personnes avoir subi des traitements dégradants pendant mon séjour à la prison centrale de Libreville. Concernant le deuxième volet de la question sur les détournements des centaines de milliards, je ne peux pas ici affirmer le montant exact des détournements qui, de mon point de vue, fera l'objet d'une procédure et de l'instruction dans le fond, mais je pense, de manière globale, qu'on est dans ces fourchettes-là. Le troisième volet de la question, concernant la procédure qui semblerait être arbitraire pour certains avocats,
Je vais laisser le soin à mon avocat d'y répondre. Maître, vous avez la parole. Alors, merci. Alors, s'agissant de la procédure arbitraire, non, je ne pense pas qu'un de mes confrères ait pu faire une telle affirmation. Je connais les qualités de mes confrères et je ne connais pas un avocat qui pourrait faire une telle déclaration, étant entendu que nous avons donc formulé une demande de mise en liberté provisoire prévue par les dispositions de l'article 143 du Code de procédure pénale et qui dispose que la demande de mise en liberté provisoire peut être formulée à tout moment de la procédure, donc ce que nous avons fait, et le juge d'instruction, après avoir examiné notre demande, après l'avoir transmise au parquet aux fins de réquisition et notifiée à la partie civile pour avis, nous a donc rendu cette ordonnance en faveur. Il faut dire que la loi, et c'est d'ailleurs la Constitution, à son article 1er alinéa 23, qui dispose que nul ne peut être placé sous mandat de dépôt s'il dispose de garanties de représentation. Et mon client dispose de garanties suffisantes de représentation. Il a un domicile connu et il a un domicile notoirement connu qui est celui de son avocat parce que la constitution d'avocat vaut élection de domicile. Et donc avec autant de garanties et après avoir donné tout ce qu'il savait dans cette procédure, le juge d'instruction a donc jugé utile de faire bénéficier à mon client de cette liberté provisoire. Sachant que la détention est l'exception. Oui. Sachant bien entendu, et merci, que le principe en droit, c'est la liberté, la détention étant l'exception. Monsieur le ministre, je voulais une précision, monsieur le ministre. L'avocat dit que les bruits du viol étaient audibles dans toute la prison. Je voudrais en français facile, pour essayer de revenir un peu sur la réponse. Je m'inscris en faux. Je n'ai pas entendu des bruits des personnes qui auraient été torturées pendant que j'étais en prison. C'est pour cette raison que dans ma déclaration, j'ai insisté pour dire que j'ai fait l'objet, et ça, je peux le confirmer, la prison a été aménagée de sorte que les détenus que nous étions, puissent avoir un traitement humain. Et de toutes les façons, c'est possible que vous puissiez le vérifier, mais pour ce qui concerne des bruits des personnes qui auraient été torturées, ici, je ne peux pas le confirmer. Monsieur le ministre, alors, vous avez dit dans votre déclaration que vous avez été victime de... Comment vous avez dit que vous avez été victime des hommes, des personnes avec qui vous travaillez. Quelle suite vous réservez à ces personnes-là qui, malheureusement, qui n'ont pas été inquiétées, qui vous ont induit en erreur? Quelle sorte vous réservez à ces personnes? Au moment opportun, nous aviserons. Au moment opportun, nous aviserons, mais ça fait partie justement des discussions de fond par rapport à l'instruction. Et ici, je suis astreint à ne pas communiquer par rapport à la suite de la procédure qui demeure de toute façon entre les mains de la justice gabonaise, en qui j'ai totalement confiance. Monsieur le ministre, Félix Moussunda de Média 241. J'ai une question comme mon confrère de l'AFP à 3 volets. La lettre du continent a parlé de mercenaires français emmenés par M. Brice la truche Alionga, excusez-moi, et M. Aïk Noni. Les avez-vous rencontrés, vu que vous avez eu des rapports avec eux? Savez-vous pourquoi ils étaient présents à Libreville? Ensuite, un schéma de déstabilisation est apparu sur Internet. Après les différentes arrestations, on y voyait plusieurs actions déclenchées en guerre civile au Gabon. Savez-vous si ce sont les Français qui l'ont élaboré? Par rapport à la première question concernant l'arrivée des mercenaires, nous l'avons appris. Mais à la question de savoir si je les ai rencontrés, je ne les ai jamais rencontrés. Par contre, d'après ce que je sais, la lettre du continent les a qualifiés de mercenaires, mais moi l'information que j'ai eue de là, c'était des anciens militaires français qui étaient venus dans un cadre de sécurité, pour une mission de sécurité. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça.
Maintenant, concernant le deuxième volet de la question sur le schéma de déstabilisation des institutions qui auraient été élaboré et mis sur Internet, je dirais ici, et savoir si ce sont les Français qui l'ont élaboré, sauf à être capable de lire dans une mare de café, il m'est difficile ici de dire si ce sont les Français qui l'ont élaboré. Par contre, ce que nous pouvons savoir au regard de l'actualité, au regard de ce qui se passe dans notre pays, même si nous, au niveau de la prison centrale, nous n'avions pas suffisamment de communication avec l'extérieur, à part par le truchement de nos avocats, mais nous savons clairement, au vu de ce qui se passe, qu'il y avait un plan de préparation, de soulèvement des populations. Maintenant, à la question de savoir si j'ai participé à la mise en place de ce plan, je n'ai jamais participé à la mise en place de ce plan, je n'ai jamais pris part à une réunion de mise en place de stratégie de déstabilisation, mais à la question de savoir s'il en existe, oui, il existe un plan de déstabilisation des institutions pour éventuellement un coup de force. Vous avez des informations sur les personnes, les identités des personnes qui l'ont élaboré? Justement, je reviens pour dire, sauf à être capable de lire dans une mare de café, je ne peux pas savoir qui l'a élaboré. Mais si le plan de déstabilisation, heureusement qu'il a été, je pense, désamorcé par les autorités et puis par les forces de sécurité et de défense. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que ce plan n'a plus d'effet pour nous. Jean-Pierre Solomba de Télé Africa. Ma question s'adresse à l'avocat. Aujourd'hui, Noël Mbomba a bénéficié de la liberté provisoire. Je voulais savoir quel est le point de vue du procureur de la République. Le point de vue du procureur de la République, il est dans le sens de la mise en liberté, parce que comme je vous ai indiqué tout à l'heure, lorsqu'on formule une demande de mise en liberté provisoire, elle est déposée donc au juge d'instruction. Le juge d'instruction donne avis, donc notification à la partie civile, ici qui est l'agent judiciaire de l'État, et également communique le dossier au procureur de la République pour ses réquisitions. Les réquisitions du ministère public, donc le procureur, ont été favorables à cette mise en liberté provisoire. Et donc, si ces réquisitions ont été favorables, c'est que le ministère public, le procureur, a estimé que M. Mbomba ne présentait pas un danger à la paix publique et qu'il pouvait donc bénéficier de cette liberté provisoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.